C'est la voix du Sahel que vous écoutez qui émet depuis Niamey. Il est 7 heures passées de 17 minutes. Opinion plurielle. Opinion plurielle, une émission d'échange d'idées. Opinion plurielle, c'est du lundi au vendredi de 7h15 à 8h. À la régie d'antenne, Tchousso Aboubakar. Sur la console, c'est Jibo. Et devant le micro, Ali Oumarou. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur les antennes de la Voix du Sahel RTN. Dans l'émission Opinion plurielle d'aujourd'hui, il sera question du barrage de Kandaji, un vieux rêve qui est en train de devenir une réalité. En effet, l'agence de barrage de Kandaji a organisé récemment, précisément le lundi 22 août 2022, une visite de presse sur le site devant abriter le futur barrage. C'est pour informer l'opinion nationale, c'est pour informer les Nigériens du démarrage de la deuxième phase des travaux du génie civil avec la dérivation du bras du fleuve considéré comme la période la plus cruciale de la construction de l'ouvrage de Kandaji. Pour parler justement du barrage de Kandaji, nous recevons aujourd'hui le directeur général de l'agence du barrage de Kandaji, M. Amadou Harouna. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour. Monsieur le DG, j'ai une première question. Quand est-ce que les travaux ont véritablement commencé, les travaux du barrage de Kandaji? Bien, les travaux proprement dit, ceux qui sont en cours actuellement, ont démarré, on va dire, en 2019. Je ne sais pas si c'est nécessaire de rappeler un peu l'historique très brièvement. Oui, très bien. Très brièvement, c'est un très vieux rêve, comme vous l'avez si bien rappelé. Les premières études datent des années 70 de ce barrage-là. Oui. C'est vrai, un de vos confrères dernièrement a écrit que c'était suite à une sévère sécheresse. Et l'idée du projet a démarré donc depuis, on va dire, l'indépendance du Niger. On parlait de ce barrage-là. Et entre-temps, un moment, le projet a été mis sous veilleuse un peu dans les années 84 un peu, parce que les partenaires techniques et financiers l'avaient jugé un peu trop ambitieux par rapport à nos capacités. Mais enfin, les bailleurs de fonds initialement n'étaient pas très favorables à ce genre d'ouvrage, il faut l'avouer. Mais il y a eu un changement de paradigme. Dans les années 98, une étude de faisabilité a été réalisée qui a permis vraiment de prendre en compte la dimension, cette fois-ci, de sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger, qui a permis donc en 2008 de faire une évaluation du projet et de démarrer les activités du projet en 2009. Il y a eu une table ronde qui avait été organisée à Jeddah qui a permis de mobiliser de l'argent pour pouvoir démarrer les travaux. Malheureusement, c'est vrai qu'on n'avait pas mobilisé tout le financement et c'était juste une partie des travaux qui allaient démarrer. En 2010, un contrat a été signé avec une entreprise russe. Malheureusement, ça n'a pas été à la hauteur. 2 ans après, le taux d'avancement a été extrêmement faible, aux alentours de 2%. Donc le gouvernement a dû résilier le contrat et a relancé. Avant de relancer, des études ont été reprises, tout, pour dire que vraiment, il y a eu même des poses de pierre à un moment donné, mais véritablement, c'est en 2019, avec la nouvelle entreprise chinoise, que les travaux ont démarré. Et les travaux dureront combien de temps? Bien, pour comprendre le tout, il faut rappeler que ce programme-là est articulé autour de plusieurs composantes. Nous avons le génie civil du barrage, c'est celui-là que les gens se focalisent. Lui, normalement, était prévu pour une durée de 46 mois. Mais il y a d'autres composantes qui vont avec. Il y a la centrale, l'usine électrique qui va avec, il y a la ligne de transport d'énergie qui va avec. Avec tout ça aussi, il y a toute la question de l'installation des populations qui constitue tout le barrage. Donc c'est un tout. Et donc aujourd'hui, le génie civil du barrage est en cours. Comme vous l'avez si bien rappelé tout à l'heure là, nous avons aujourd'hui un taux d'exécution de 24% pour le génie civil du barrage. Et il y a une phase extrêmement importante. Avant cette dernière visite-là qui avait été organisée, il y a eu quand même des travaux qui ont été réalisés. Il y a d'abord ce que nous avons appelé la phase préparatoire,
donc qui a été réalisé, qui a consisté à réaliser la cité du maître d'ouvrage, à réaliser un pont qui va permettre de traverser pour faire les travaux de l'autre côté, et un certain nombre d'activités qui ont été menées. Et après ça, donc, nous avons entamé vraiment, après l'installation de l'entreprise, tout ça, nous avons justement, où en sommes-nous maintenant? Où en sommes-nous concrètement? Oui, concrètement, aujourd'hui, j'ai dit que vous avez si bien rappelé tout à l'heure, là, qu'on vient de finir la phase 1. C'est une phase extrêmement importante qui consistait à... C'est ça la dérivation. C'est la dérivation. En fait, dès le départ, il y a eu des bateaux qui ont été faits pour pouvoir, en rive gauche, et dévier un peu, assécher, travailler. Et donc, ce travail-là a été fait. Maintenant, il fallait dévier le fleuve pour qu'il passe là où on a travaillé, là où on a fait le béton, qu'il passe là et pouvoir avoir de l'espace pour pouvoir faire les autres travaux. Donc c'est cette phase-là qui est importante. Elle est liée à la période de crue et de crue du fleuve. Il y a des périodes bien précises pour la faire. Si on rate cette période-là, on sera obligé d'attendre l'année prochaine. L'année prochaine encore. Voilà. Et donc tout le défi pour nous, c'était de pouvoir, pour respecter notre planning, il fallait qu'au 31 août, on ait fini cette dérivation-là. Et effectivement, on a réalisé, on a réussi à le faire. Et aujourd'hui, donc, le fleuve court carrément du côté où on avait fait le béton. Là. Et donc, de l'autre côté où le fleuve passait avant, il y a un patado qui a été fait. On va assécher et c'est là qu'on va construire encore la centrale et une partie du barrage. Voilà, donc aujourd'hui, en termes d'exécution, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes à 24% pour le génie civil seulement du barrage. Ces 24% n'incluent pas les travaux préparatoires qu'on avait fait avant même l'arrivée de cette entreprise chinoise-là, des travaux qui ont été faits, tout ça, ne sont pas inclus. Ça, c'est par rapport au marché de l'entreprise chinoise qui est en train de faire les travaux. Nous sommes aujourd'hui à un taux d'exécution de 24%. Il faut dire que la dérivation, là, va nous permettre aussi d'accélérer aujourd'hui le taux. Parce que cette première phase-là était la phase la plus difficile, qui était très lente à faire. C'est comme si vous construisez une maison. Quand vous commencez la fondation, vous passez beaucoup de temps sur la fondation. C'est ça l'essentiel. Voilà. Donc maintenant, nous pensons que le taux d'exécution va beaucoup s'améliorer et les choses vont aller beaucoup plus vite. Voilà, la ligne est ouverte. Les auditeurs peuvent intervenir au 20 75 21 11. 20 75 21. Oui, on a un premier auditeur au bout du fil. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ali Oumar, bonjour. Bonjour, Maïkifi. Oui, c'est Maïkifi de Gaïa, Ali. Maïkifi depuis Gaïa. Oui, allez-y, monsieur Maïkifi. Et je dis bonjour aussi à les invités qui sont là. Bonjour, monsieur. Ali, il y a des questions que je vais poser. Allez-y. Ma première question. J'ai entendu, le DG a dit c'est électricité, non? Il va électriciter la population du Niger ou bien quoi? Oui, mais qui dit? C'est uniquement électrique, le barrage de Kandagi, là, c'est pour avoir le courant. Il n'y a aucun d'autre travaux que le barrage de Kandagi peut amener aux Nigériens. D'accord, c'est noté. Ça, c'est un. Le deuxième chose. Quelle organisation ils sont en train de faire si les travaux de barrage de Kandagi a fini pour l'entretien de ce barrage-là? Quelle organisation ils sont en train de préparer? Et ma troisième question aussi, les populations qui ont été reculées pour aller quelque part, et elles aussi, qu'est-ce qu'ils ont gagné dans ce barrage de Kandagi là? Quel est leur intérêt qu'ils ont gagné? Ali Oumarou, bonne journée. Merci. À tout à l'heure, Gaïa vous dit bonjour. Merci, Meki Fisa Koussantier, depuis Gaïa. C'est un auditeur qui vient d'appeler depuis Gaïa. Il n'y a pas un autre Ali? Ouais. Un deuxième auditeur. Oui. Ali, bonjour. Bonjour, Elhaj Ibrahim Adamou. Oui, moi je n'ai pas de questions à poser. Lorsque j'ai suivi la dérivation, vraiment, je me suis dit qu'on a fait le socle du barrage, un pas important du barrage et qu'on n'a pas beaucoup communiqué. Oui. Aujourd'hui, vraiment, félicitations au directeur général de l'agence pour ce travail fait. Je voudrais aussi que, comme Maïki vient de le dire, quel est l'intérêt des populations? L'intérêt est multiple. Et le barrage de Kandagi, c'est un grand pôle
de croissance, ou on peut appeler même un pôle de développement. Toutes les communes vont être impactées par la réalisation de ce barrage-là. Notre grand souhait, c'est l'accélération. Le barrage a connu des moments un peu tumultueux. Grâce à Dieu, grâce à l'effort de l'équipe actuelle en tout cas, l'avancée est importante. Maintenant, certainement, ce qu'il va falloir bien gérer, c'est le recasement des populations. Deuxièmement, la répartition des zones de production par rapport aux fonciers. Et troisièmement, les infrastructures d'accompagnement. En tout cas, bravo et bon vent à l'équipe actuelle donc, du barrage de Kandaji. Bon vent au directeur général. Je vous remercie. Merci beaucoup. Elhadji Ibrahim Adamou, dit Kamkoura. Merci beaucoup. 20 75 21 11. 20 75 21 11. Oui, allô? Oui, bonjour, M. Salou Morou. Oui, bonjour. C'est l'homme de Loga, c'est Samba. L'homme de Loga. Oui, l'homme de Loga. D'abord, je dis bien les choses à nos forces de défense et de sécurité qui sont sur le terrain. Avant de rentrer dans le vif du feu. Ma première question. Allez-y. Qu'est-ce que le barrage attend des Nigériens? Qu'est-ce que... Est-ce que les populations déplacées sont mises dans leurs droits? Population déplacée. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. L'homme de Loga. Merci beaucoup. Voilà, donc on va permettre... Il n'y a pas un autre à ligne? Bon, il faut le passer. Alors, bonjour, bonjour Ali, bonjour à monsieur le DG. Elhadji Mahmoud Moussa. Mahmoud Moussa, oui. Bonjour. Toutes nos félicitations pour tout ce qui est en train d'être fait dans le cadre de ce barrage. C'est laborieux, ça prend du temps, c'est vrai, mais on est en train d'aller vers, je dirais, le niveau zéro, puisque tout ce qu'on a fait, je suppose que nous sommes à moins, et aujourd'hui nous sommes au niveau zéro, on va monter sur le plus, qui est véritablement qu'on puisse voir les briques qui vont être posées par rapport au barrage lui-même. J'ai été de ceux qui ont été j'étais de ceux qui étaient au lancement des travaux, je crois en 2019, je crois 2009, si ma mémoire est bonne. On ne peut que se féliciter, mais les questions risquent d'être les mêmes. Première question, c'est par rapport aux populations. Oui. On a eu une discussion dans laquelle il y en a même qui parlaient de déguerpis. Est-ce que les populations ont été recasées dans des cadres assez confortables avec la prise en compte de leurs soucis, en tout cas sociaux? Deuxième chose, le barrage, s'il doit finir dans les années qui suivront, c'est une nouvelle vie qui doit démarrer. Cette vie-là, est-ce qu'elle est en préparation par rapport aux populations qui devraient être, ou aux zones qui seront mises à la disposition des populations? Tout à l'heure, un de mes précédents a parlé du problème foncier. Il faudrait que le problème foncier soit résorbé de la manière la plus claire pour que nous comprenions que et le barrage et la zone appartient au Niger. Ça n'appartient pas à un groupement de population, à une communauté, à personne. Et que le Niger doit dès à présent commencer à engager la gestion de l'occupation complète par tous les Nigériens qui le souhaiteraient dans la prise en compte de la rigueur du droit foncier pour que les années qui suivront, dès que le barrage va être mis en œuvre, que les activités sociales puissent démarrer. Il ne faudrait pas qu'il y ait du retard. Il ne faudrait pas que ce que l'État doit faire pour sa part soit en défaillance. Il ne faudrait pas que le trésor public accompagne avec du retard, parce que nous savons, les barres de fonds ne financent pas tout. Il y a des questions sur lesquelles ils disent non, c'est votre souveraineté, c'est à vous de le faire. Oui. Il ne faudrait pas qu'on joue à l'État puissant, non, on joue à l'État social, à l'État financier, à l'État qui accompagne pour que les choses soient bien faites. Maintenant, du point de vue de l'impact qu'on doit avoir sur la question de l'électricité, de l'énergie. Oui. Là aussi, nous souhaiterions que peut-être c'est un rappel qui va être fait. On a par ailleurs déjà entendu, mais certainement que des choses sont en train de changer, des normes sont en train de changer, des volumes sont en train de changer. Quel serait l'apport exactement en termes d'électricité, et pour la ville de Niamey, et pour les autres villes du Niger, et même pour les voisins? Parce qu'il y a beaucoup de pays voisins. Aujourd'hui, l'électricité qu'on utilise à Niamey, en partie, vient d'un pays ami.
Donc nous aussi, quand ça sera disponible, comment ça va être fait de manière très sommaire? Je ne demande pas les détails, je sais que c'est délicat, parfois des questions qui touchent la diplomatie. Bon, maintenant, pour ce qui est de l'agriculture aussi, puisqu'il y a une vocation agricole, qu'est-ce qui est prévu dès aujourd'hui? Parce que des questions agricoles peuvent être anticipées sur 5 ans pour que le jour où les populations vont commencer à exploiter, qu'elles trouvent un travail déjà fait pour que nous puissions un jour compter sur ce barrage pour avoir l'essentiel de la consommation en vivres du Niger. L'essentiel. Aujourd'hui, c'est une catastrophe de voir que même la petite mangue, il faut qu'on l'amène dans notre pays. Les petites bananes, il faut que ça vienne de notre pays. Je crois que si l'apport du barrage dans ce sens-là pourrait être attendu, il faudrait qu'a priori nous le sachions, que nous puissions être dans l'enthousiasme d'accompagner tous ces travaux-là avec nos prières, déjà que nous faisons, mais nous allons renforcer. Passez une bonne journée. Merci. Eladji Mahamadou Moussa, je vous remercie. Voilà, donc on va arrêter momentanément le téléphone pour donner la parole au directeur général pour qu'il puisse répondre aux questions posées. On commence par la question de Meiki Fiza Koussenchi. Bien, merci, monsieur. Oui, je voudrais remercier vraiment les intervenants de leur intervention très, très pertinente. Et pour la question donc la première question de Gaïa, voilà, qui voulait savoir est-ce que c'est l'électricité seulement qu'on va avoir? Tout à fait. Il y aura tout à fait. Ça ramène à la question de l'objectif du programme Kandaji. Et ce qu'il faut dire ici, c'est que le programme Kandaji vise à peu près, on va dire, 4 objectifs. Le premier objectif, vraiment qui est extrêmement important, qui a mobilisé d'ailleurs beaucoup les bailleurs de fonds, c'est de régénérer et de préserver les écosystèmes fluviaux sur le parcours nigérien du fleuve, c'est-à-dire l'écosystème du fleuve Niger. Le deuxième objectif, c'est assurer la disponibilité à nous pour les différents usages. Donc l'eau potable, l'irrigation, le transport, les cheptels, etc. Et le troisième, c'est améliorer la sécurité alimentaire et les conditions de vie des populations. C'est un objectif extrêmement important, je reviendrai là-dessus parce qu'il y a d'autres questions qui vont avec. Oui. Ensuite, évidemment, accroître la sécurité énergétique du pays. Voilà les 4 objectifs. Donc, il n'y a pas que l'énergie. C'est vrai qu'initialement, quand on parle de Kandaji, on ne voit que le volet comment on appelle ça, énergie. Mais l'un des volets extrêmement importants, vraiment j'insiste là-dessus, c'est la question de la préservation de l'écosystème du fleuve Niger et la question de la sécurité alimentaire. Puisque pour la question de sécurité alimentaire, j'anticipe un peu sur une question qui avait été posée. Nous avons déjà fait une étude qui nous a permis d'estimer en tout cas le potentiel à 720 000 hectares où on peut faire de l'irrigation, où on peut vraiment faire tout ce qu'on veut comme culture. Mais pour l'heure, nous envisageons de réaliser 45 000 hectares d'aménagement hydro-agricole. Donc les études de faisabilité sont déjà réalisées pour les 45 000 hectares. Nous sommes en train de faire les études d'avant-projet détaillées pour les 20 000 hectares. Donc l'apport de Kandaji en matière de sécurité alimentaire est extrêmement important. Et ça rejoint les préoccupations du dernier intervenant. C'est extrêmement important de dire, et je vais peut-être revenir là-dessus. La disponibilité en eau, je prends le cas de toutes les villes qui sont autour de Turc, par exemple la ville de Niamey, pour l'essentiel, elle prend ses besoins en eau de ce fleuve-là. Oui. Et vous savez qu'il y a des périodes de l'année où vous pouvez traverser ce fleuve à pied. Tout à fait. Mais avec le barrage qui va nous permettre d'avoir une retenue de 1,5 milliard de mètres cubes, donc quand on régule, on aura un débit d'étiage de 120 mètres cubes secondes à Niamey. C'est-à-dire même pendant l'étiage, on va avoir 120 mètres cubes secondes au niveau de Niamey. Et ça, c'est extrêmement important donc, pour les besoins à nous de tout. En termes d'énergie, je vais répondre aussi sur l'énergie, parce qu'il y a des intervenants qui a posé la question. Là, évidemment, il faut peut-être... il a parlé des normes, il a parlé des choses qui évoluent. Kandaji, c'est prévu d'installer une centrale hydroélectrique de 130 MW. 130 MW, c'est à peu près 629 GWh. Ce n'est pas énorme aujourd'hui.
Il faut dire, il y a 60 ans, il y a les années 70, ça paraissait énorme pour Niamey et puis pour exporter tout ça. Mais aujourd'hui, bon, à la limite, la ville de Niamey pourrait les consommer, ces 130 MW là. Mais pour ce que je veux dire, en plus de ces 130 MW, nous sommes en train de vouloir installer aussi 70 MW en énergie solaire pour pouvoir renforcer. L'avantage de Kandaji en termes d'électrique, c'est que c'est de l'énergie propre, comme on dit. C'est de l'énergie propre, c'est l'eau qui va tourner au niveau des turbines pour pouvoir donner de l'énergie. C'est l'énergie qui va coûter moins cher, qui est assez propre, comme on dit dans le langage aujourd'hui. Et pour répondre aussi un peu à une préoccupation qui a été, tout ça est interconnecté aujourd'hui. Tout ça va être interconnecté avec les différents réseaux là pour pouvoir donner. Donc on reviendra là-dessus. Donc oui, pour répondre à la préoccupation de Gaïa, ce n'est pas que de l'énergie, c'est tout ça. Et je dois avouer que c'est quand même vraiment mobiliser les barres de fond. Au départ, j'avais parlé du changement de paradigme. C'est cette question de sauvegarde de l'écosystème du fleuve Niger. C'est quelque chose d'extrêmement important aussi pour régénérer tout le fleuve. Et dire qu'aujourd'hui, la question de l'eau est gérée au niveau, on va dire, pour le barrage de Kandaji, ce n'est pas une question nationale, c'est une question régionale, on va dire. Et les chefs d'État, dans le cadre de l'autorité du bassin du Niger, avaient effectivement une vision partagée pour pouvoir utiliser cette ressource-là de façon concertée et de façon cohérente. Et tout ça donc rentre pour l'instant. Je ne vais pas trop revenir là-dessus, je vais revenir un peu sur ces questions. Il a parlé de la question, et ça c'est revenu aussi, la question de réinstallation des populations. Et je voudrais peut-être faire un clin d'œil du côté de l'intervention de Ibrahim Adamou, le remercier, et avouer effectivement que la communication a été quelque part notre faiblesse. Il faut l'avouer. Il faut l'avouer, du côté de Kandaji, on a fait beaucoup de choses, mais l'aspect communication n'a pas été à la hauteur de l'ambition. Et nous sommes en train de travailler là-dessus. Et c'est justement cette question de communication qui fait que nous n'avons pas abordé beaucoup la question de la réinstallation des populations, qui est en fait notre grande préoccupation. Je dis toujours aux gens que vous savez, construire un barrage, construire avoir une usine, faire la ligne de transport, c'est du génie civil, c'est du travail qu'on sait faire. Quand vous avez une bonne entreprise, vous avez une bonne étude qui a été réalisée, vous avez une bonne entreprise, vous avez un bon bureau de contrôle, on sait le faire. Mais réinstaller les populations, gérer la question de sauvegarde environnementale et sociale est la question la plus délicate et la plus difficile. Malheureusement, ici, dans le cadre de Kandaji, dès le départ, les choses ont été quelque part un peu inversées. C'était ces questions-là qu'il aurait fallu résoudre avant de commencer le génie civil du barrage. C'était ça la vérité. Alors, surtout qu'en termes de réinstallation des populations, on a l'un des plus grands projets au monde. En tout cas, les barres du fond aujourd'hui qui sont en train de suivre Kandaji disent que c'est le plus grand barrage qu'ils ont en termes de question de réinstallation des populations. Nous avons 60 000 personnes à déplacer. Nous avons toute la ville d'Ayourou qu'il faut déplacer. Nous avons plus de 26 villages qu'il faut déplacer. Nous avons des villages qu'il faut déplacer au Mali. Parce que notre retenue, elle fait 250 km², elle va jusqu'au Mali. Nous avons recensé plus de 3000 personnes qu'il faut qu'on réinstalle. Notre risque aujourd'hui, le grand effort que nous sommes en train de pouvoir faire, c'est d'avoir une cohérence entre la construction du génie civil du barrage et la réinstallation des populations. Parce que le risque, c'est quoi? C'est de finir le barrage, on n'a pas fini de déplacer les populations. Et ça, c'est un défi énorme et c'est sur ça que nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de communiquer sur ce point-là, mais c'est de la communication communautaire. Nous sommes en train de travailler avec les communautés pour les sensibiliser par rapport à la question, pour pouvoir dire voilà ce qui doit être fait. C'est le programme de réinstallation des populations aujourd'hui est notre chemin critique. Et c'est un vaste programme de développement. Rien que il a été conçu comme un programme de développement. Je voudrais peut-être revenir plus tard sur les détails de cette question-là. Mais oui, nous sommes en train de travailler énormément sur cette question de réinstallation des populations. Voilà, donc ça m'amène à la question de Adam Ibrahim. Merci pour les encouragements. Et effectivement, avouer que nous avons un défi énorme dans le domaine de la communication. Nous avons élaboré une stratégie, tout un plan d'action de communication. Bon, dans la mise en œuvre, on n'a pas été à la hauteur, nous sommes conscients de ça. Nous sommes en train de prendre toutes les dispositions aujourd'hui pour vraiment réussir cette réinstallation-là. Mais je dois dire qu'en ce qui concerne la communication communautaire, parce qu'il y a deux types, il y a la communication institutionnelle, celle-là que les gens écoutent beaucoup, les réseaux et puis tout ça, et bien il y a la communication communautaire avec le comité. Là, nous sommes en train de travailler
Peut-être il n'y a pas eu beaucoup de trucs là-dessus, mais nous sommes en train de travailler. Nous avons supporté beaucoup de radios communautaires. Nous travaillons énormément dans ce domaine-là pour pouvoir avancer. Il y a l'auditeur de Loga qui a parlé de ce qu'on attend des Nigériens et puis il avait demandé si les gens sont rentrés dans leurs droits. Ce que nous attendons des Nigériens, évidemment, c'est ce qu'on est en train de faire actuellement. Là, c'est le soutien de tout le monde, c'est sensibiliser les gens. C'est que c'est un programme, quelqu'un l'a si bien dit, c'est un programme national qui a besoin du soutien de tout le monde pour pouvoir avancer. En ce qui concerne les populations, les mettre dans leurs droits, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le programme de réinstallation des populations, je vais revenir peut-être là-dessus très rapidement, c'est un très vaste programme qui consiste d'abord à dédommager les populations de tout, même les greniers, les petits poulaillers, tout ce que le monsieur possède, on a tout recensé, on va tout dédommager. Construire les nouvelles cités. Le principe, c'est de mettre les populations dans des conditions au moins, sinon meilleures à celles où elles étaient avant. Actuellement, pour la réinstallation des populations, pour pouvoir avancer, nous avons fait 2 groupes. J'ai parlé de 60 000 personnes, nous avons 10 000 personnes qui sont installées sur le site, à l'endroit où même on doit faire le barrage. Ces populations-là ont été déplacées. Des populations qui sont impactées, on va parler de dérivation du fleuve. Donc, en faisant la dérivation et autres, là, ceux qui sont dans les îles là peuvent être impactés. Ce groupe-là a été réinstallé. Pour la réinstallation de ce groupe-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a aménagé le site où il doit partir. On a amené l'eau, on a mis l'électricité. On a construit toutes les écoles, les dispensaires, tout ce qui a des centres de jeunes, de santé, des trucs comme ça. Et surtout, nous avons fait des aménagements agricoles, 2000 hectares, pour compenser. Cette réinstallation de 10 000 personnes-là nous a coûté 38 milliards de francs CFA. Et toutes les populations ont été rentrées dans leurs droits. Mieux, quand c'était fini, nous avons audité ça, nous nous sommes rendus compte qu'il y a encore des choses qu'il faut améliorer et nous sommes en train de travailler à pouvoir améliorer ça. Et ça, c'est le premier groupe. Le deuxième groupe de population qu'il faut réinstaller, c'est ceux qui sont dans la retenue. C'est-à-dire quand le barrage va être fermé, ceux qui sont dans la retenue. Et c'est ce groupe-là qu'on n'a pas encore déplacé. Mais tout le travail préalable a été fait. Le financement a été totalement mobilisé pour pouvoir les réinstaller. Je rappelle que cette réinstallation-là tourne autour de à peu près 432 millions de dollars. Quand vous convertissez, ça fait beaucoup de CFA. Puisqu'il faut aménager dans les 5000 hectares pour pouvoir les dédommager, leurs terres. Il faut aménager les sites, il faut construire leur logement. Il faut amener l'eau, l'électricité et puis tout ça. Donc nous sommes en train de travailler là-dessus. Le principe est que dans les politiques de sauvegarde environnementale et sociale des barres de fonds et même du Niger, les populations doivent rentrer dans leurs droits. Mieux pour la question du foncier, quelqu'un l'a évoqué. Voilà, la question du foncier. Même sur la question du foncier, nous sommes en train de faire un effort énorme pour pouvoir. Par exemple, pour les aménagements agricoles, là, c'est quasiment des bails amphithéotiques qui ont été faits, renouvelables. Ça nous a amené même à modifier une loi de 1961 pour pouvoir être conforme aux politiques de sauvegarde environnementale et sociale et permettre aux populations de rentrer dans leurs droits. Donc à quelqu'un, tout ce qu'il perd, il le reçoit. Et mieux, ils sont dans des conditions qui sont nettement meilleures à là où elles étaient. La question avait été évoquée par, je pense, celui de Loga. Une question a été posée sur la question de savoir pour ces populations-là, qu'est-ce qui a été fait. Ça, j'ai dit, il y a une nouvelle vie. Et oui, il y a une nouvelle vie. Oui, ça, c'est tout à fait. Oui, il a parlé de ça et quelqu'un d'autre a parlé de pôle de croissance. Je ne sais pas si c'est Ibrahim Adamou ou quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit, effectivement. Et dans l'organisation du programme, Kandaji, tout autour, devait être une question un pôle de croissance, un pôle de développement de croissance extrêmement important dans lequel vraiment tout Nigérien peut pouvoir trouver. Je rappelais justement en lien avec ça, il y a quelqu'un qui avait parlé, je pense que c'est le dernier auditeur qui avait parlé de cette affaire nationale pour que tout le monde puisse le faire. En termes d'aménagement hydro-agricole, l'approche, c'est de dire que, bon, évidemment, il faut compenser les populations qui avaient perdu leurs terres, celles qui travaillaient sur les trucs, il faut leur compenser pour faire, bon, ça, on le fait. Mais tout ce qui reste, l'idée pour nous, c'est d'aller vraiment vers un pôle de croissance agricole pour pouvoir permettre à
tous les Nigériens qui veulent investir dans le domaine, qui veulent travailler là-dessus, de pouvoir avoir 45 000 hectares. Et j'ai dit qu'on a un potentiel de 720 000 hectares. Hein. Bon, mais dans les 45 000 hectares, nous sommes actuellement en train de vouloir développer un projet pilote de pôle de croissance dans le domaine, dans lequel on va essayer de voir comment mettre ensemble, parce qu'actuellement tout ce qui se passe comme agriculture, c'est l'agriculture familiale, c'est des petites choses qui se font. Nous voulons qu'il y ait de l'agro-business, nous voulons que ça soit beaucoup plus développé pour qu'on aille de la production jusqu'à la transformation. Donc nous sommes dans cette perspective-là et les travaux sont en train Voilà. 20 75 21 hein, la ligne est ouverte. On va prendre 2-3 auditeurs. Oui, un auditeur au bout du fil. Bonjour Ali. Oui, bonjour. Alhaji Mamani Alhaji Mamani Inoussa, depuis Kéta. Oui, Alhaji. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour. Moi, j'ai une seule question. La réalisation de barrage de Kandaji est de combien? C'est-à-dire combien? Oui, quel est l'apport de l'État et quel est l'apport des barres de fonds? C'est tout ce que j'ai. Merci. Bonne journée. Alhaji Mamani Inoussa, c'est un auditeur de Kéta. Hein? En fait, merci. C'est le coût qu'il veut savoir. Oui, le coût. Oui. Un autre auditeur au bout du fil. Allô? 20 75 21 11. 20 75 21 11. Allô? Un auditeur au bout du fil. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup Ali pour la mobilisation du DG de Kandaji et merci aussi au DG de Kandaji qui a effectué le déplacement. Ah oui, depuis 6h30, il était dans les locaux de la Voix du Sahel. Oui, on a très bien suivi avec intérêt les réponses aux questions et la présentation aussi de ce programme Kandaji. Moi, j'ai 2 questions à poser. C'est M. Ingaï. Oui, la première, c'est par rapport... parce qu'il avait évoqué, il dit que c'est un programme sous-régional, donc qui a même été traité au niveau de l'ADN. Oui. Et quand vous voyez le bassin donc du fleuve, il y a quelque part où ça prend source du côté, donc le sens de l'écoulement des eaux. Bon, peut-être à me corriger, quand ça vient du Mali, et ça évolue vers le Niger pour ravitailler Niamey et continuer peut-être sa course vers Gaïa, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont prévu, par exemple, en cas de difficultés politiques, est-ce qu'ils ont prévu des mécanismes de sauvegarde de cet ouvrage? Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a un problème entre l'Éthiopie, je crois, entre l'Éthiopie et au niveau de l'Est, là. L'Éthiopie et puis l'Égypte. Et par rapport aux barrages qui souvent au niveau des cours d'eau. Est-ce qu'ils ont prévu des mécanismes pour gérer ces problèmes-là? Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse des gros investissements et que de l'autre côté, nos voisins bloquent les eaux qui vont venir au Niger. Deuxième aspect, c'est par rapport à l'insertion de la jeunesse. Insertion de la jeunesse. Nous voyons Kandaji, c'est vraiment une grosse entreprise. Comme les universités, par exemple, on dit que bon, tout celui qui a besoin de la bourse, il constitue un dossier. Est-ce qu'au niveau de Kandaji, il y a cette perspective pour dire que on veut encourager la production et tout celui qui a un programme ou un projet pour promouvoir la production et préserver l'écosystème, il peut déposer son dossier en bonne et due forme et la structure va examiner effectivement ce dossier pour voir s'il est bancable et s'il est viable même. Peut-être on accepte et on attribue une parcelle. Merci beaucoup et tous mes encouragements. Je vous remercie, M. Inga Issoufou. Merci beaucoup. 20 75 21 11. 20 75 21 11. Oui, allô? Tawa Sakola vous dit bonjour, Ali. Oui, Tawa Sakola. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour. Comment les paysans de Bouza, Adawa ou de Keta peuvent exploiter le barrage de Kandaji, l'homme de Bouza?
C'est tout, l'homme de Bouza? C'est une bonne question. Merci beaucoup. L'homme de Bouza, voilà, on va permettre à monsieur le DG de répondre à ces questions qui viennent d'être posées. L'apport de l'État, l'apport de l'État, bon, oui, il faut savoir le coût. Voilà, il faut déjà rappeler depuis Keita. Tout à fait, Keita. Oui, le coût de barrage, c'est le tout, tout le programme, y compris la réinstallation, toutes les composantes, c'est 1484 millions de dollars. 1000. C'est-à-dire, si on convertit, le dollar fructifie, on l'a laissé en dollars, mais c'est aux alentours de 800 milliards de francs CFA, si on doit le convertir. Ça dépend du taux, puisque les accords sont signés en dollars, donc on préfère le donner en dollars. Et voilà ce que coûtera tout le barrage. Là-dedans, il faut dire que la question de la réinstallation est assez importante. Tout à l'heure, j'ai donné un chiffre un peu. Et puis, il y a plusieurs autres programmes qui vont avec. C'est-à-dire, en plus du génie civil du barrage, de la centrale, de la ligne, nous avons un programme de développement local, parce que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, là, il y a des communes qui sont impactées. Nous avons 9 communes qui sont impactées directement, plus 2 autres qui ont été ajoutées. Donc, nous avons 11 communes où actuellement, nous sommes en train de mettre en œuvre un programme de développement local pour pouvoir soutenir ces communes-là en attendant les retombées même du barrage, évidemment. Nous avons aussi dans cette composante-là tout ce qui est attrait aux différentes études qui devaient être réalisées, plus donc un certain nombre de sous-composantes qui sont dans le programme, et toute l'assistance technique, la maîtrise d'œuvre et autres là qui accompagnent. Donc, c'est ce coût-là. Pour revenir maintenant à la contribution de l'État, il faut préciser qu'en ce qui concerne surtout le génie civil du barrage, le Niger est l'un des grands bailleurs de fonds. Pour le génie civil du barrage, le Niger est aux alentours de 20%, 25%. Nous avons 11 bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de ce programme Kandaji-là. Et donc, si nous regardons le programme dans sa globalité, on peut dire que c'est aux alentours de 15% que le Niger contribue. C'est quand même extrêmement important par rapport au nombre de barres de fonds que nous avons. Voilà pour la contribution du Niger. Maintenant, il y avait une question sur la question de l'eau. Parce qu'aujourd'hui, comment il a si bien rappelé l'intervenant de... Oui, ça c'est Inga Issoufou. Inga Issoufou, c'est vraiment ça. Aujourd'hui, l'eau est devenue une grande préoccupation. Voilà, c'est ça. Et j'ai rappelé bien opportunément que la question de la gestion des ressources du fleuve Niger, puisque nous avons l'ABN qui existe, qui est l'autorité du bassin du Niger qui gère ça, où nous avons les 9 États qui sont concernés sur le bassin du Niger, qui travaillent ensemble et de façon, donc, on va dire, intelligente pour pouvoir utiliser cette ressource du fleuve Niger de façon concertée et qu'il n'y ait pas de problème, évidemment. Donc, ils avaient à l'époque adopté ce qu'ils appelaient la vision partagée, qui avait été soumis donc à la conférence des chefs d'État, accepté. Et dans le cadre de cette vision partagée, ils avaient retenu de construire 3 ouvrages structurants sur le fleuve Niger. C'est Foni en Guinée, et Taoussa au Mali et Kandaji au Niger. Donc tout a été dans la conception même de ces ouvrages-là. On a tenu compte de cette vision-là pour ne pas qu'il y ait des difficultés entre différents pays. Par exemple, nous, Kandaji, nous devons nous assurer que nous avons un débit de 80 mètres secondes au niveau de la frontière béninono-nigériane. Pour pouvoir assurer. Et de l'autre côté aussi, c'est la même chose du côté de Mali et du côté de la Guinée. Il y a des ententes qui ont été faites vraiment pour faire ça. Et maintenant, il y a effectivement un mécanisme, je ne sais pas rentrer dans le détail de ce mécanisme-là, mais je sais que tout se fait vraiment de façon concertée pour éviter les difficultés de ce genre-là qui sont apparues quelque part. Nous avons l'avantage ici d'avoir vraiment un instrument, une structure qui aide à gérer ça, c'est l'ABN. Et ça se passe très bien. Ensuite, il avait posé la question sur l'insertion de la jeunesse. C'est une question extrêmement importante sur laquelle nous sommes en train de travailler actuellement. Nous sommes déjà dans une première étape, nous sommes en train de travailler sur la mise en place de ce que nous avons appelé le programme Jeunes Cadres.
Déjà, aujourd'hui, nous sommes en discussion. Cette question a été évoquée, elle a été fortement soutenue aussi par les plus hautes autorités, en tout cas de mettre en place un programme qui va recruter des jeunes Nigériens diplômés, vraiment qui ont de bonnes formations, qui seront coachés par les anciens ou autres là qui s'insèrent pour pouvoir prendre. Parce que ce n'est pas toujours qu'on fait un barrage comme Kandaji, ça va permettre aux jeunes d'abord d'avoir de l'emploi et d'avoir aussi un vivier de cadres expérimentés qui vont pouvoir prendre la relève. Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Nous travaillons un peu Kandaji, nous sommes un EPIC, mais en vérité, nous travaillons comme unité de coordination de projet. Donc, dans les recrutements, c'est toujours 20 ans d'expérience, 30 ans d'expérience. Nous avons des anciens qui sont là, qui vont partir bientôt. Donc, il faut qu'il y ait ces jeunes-là pour pouvoir prendre la relève pour partir. Nous sommes vraiment en train de travailler là-dessus, ce programme-là. Le moment venu, nous allons communiquer là-dessus pour que, en tout cas, ce programme-là soit mis en œuvre dans la plus grande transparence, que tous les Nigériens capables de pouvoir être recrutés soient recrutés sans aucune discrimination. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Maintenant, évidemment, plus tard, nous sommes aussi dans une étude sur la structure de gestion. Comment va être géré tout ça? Donc, l'étude est très avancée. D'ailleurs, nous avons eu les premiers résultats. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Et évidemment, pour revenir un peu à l'insertion pour des projets, certainement, le mois venu, il y aura pour les aménagements hydro-agricoles. C'est quelque chose, comme je l'ai dit, qui va être ouvert. Donc, je ne sais pas dire exactement aujourd'hui comment ça va se passer, mais le principe, c'est que ça va être ouvert à tous les Nigériens. Il y aura des trucs qui vont être mis en place pour le faire. Et ça me permet de répondre à notre ami de Bouza pour dire que l'homme de Bouza, je l'ai dit très bien, il y a juste la compensation des populations. Ceux qui avaient des terres là-bas, qui travaillent sur leurs terres, on va les compenser. Mais tout le reste, c'est pour des Nigériens. Ah oui. Donc n'importe quel Nigérien, partout où il se trouve, il est capable de pouvoir faire un dossier, de pouvoir venir travailler, doit pouvoir venir travailler. Voilà, puisque c'est l'État qui a investi pour le faire. C'est l'argent de tous les Nigériens qui a servi à faire tout ça. Donc tous les Nigériens ont droit à ça, et ça, nous sommes en train de travailler là-dessus pour que le mois venu, chacun puisse accéder à ça. Voilà ce que je peux répondre à... 20, 75, 21, 11. Il nous reste 2... Oui, allô? Oui, alaikum salam. Madame Tankari. Donc, je serai la dernière. Oui, allez-y, très rapidement, Madame Tankari. Bonjour, monsieur le DG. Bonjour, madame. Content de voir une dame en train d'intervenir. Oui, c'est ça. C'est quand même une noble ambition pour le Niger et tout son peuple. En son temps, le premier ministre du riz disait que ce barrage allait permettre de booster la production du riz et notamment une importante quantité d'électricité. Oui. Nous venons d'apprendre que ça va au-delà même de nos espérances. Moi, mon inquiétude, oui, allez-y. Ces populations-là qui seront déplacées vers le Mali, est-ce que leur avis a été demandé? Est-ce qu'ils sont d'accord? La deuxième question, est-ce que l'insécurité a eu un impact sur la continuation de ce programme-là? Au revoir. Merci, très rapidement, monsieur le DG. Oui, très rapidement. Oui, tout à fait. Bon, je voulais quand même apporter une petite nuance. Les populations ne vont pas être déplacées vers le Mali. Vers le Mali, oui. Et tout se fait avec les populations. Donc, chaque fois, même les sites où ils doivent être réinstallés, c'est avec elles qu'on va aller qu'on a identifié les sites et qu'on va faire. Donc, l'idée, c'est de pouvoir ne pas les amener loin de là où ils vivaient et de les amener le plus proche possible de l'eau où ils servaient. Donc, il n'y a pas de problème. Vraiment, tout se fait avec les populations. On ne peut rien entamer de grand sans la participation des populations. La sécurité, oui, elle a impacté, madame. La sécurité a impacté. Et je disais que les travaux ont commencé en 2019. L'année 2020, on a eu énormément de difficultés, l'impact. En fait, c'est quoi l'impact qu'on reçoit aujourd'hui? En tout cas, le gouvernement a pris toutes les dispositions pour sécuriser le site. Le site est très bien sécurisé, tous les alentours, vraiment au plus haut niveau de l'État, des instructions fermes ont été données et le site est sécurisé, il n'y a pas de souci. Mais la vérité, c'est que, par exemple, au départ, le bureau d'études qui faisait le contrôle des travaux, c'était un bureau d'études français. À cause de l'insécurité, de ce qu'il estime être l'insécurité dans la zone, il est reparti. Donc son contrat a été résilié. Il fallait rechercher quelqu'un d'autre, un autre bureau pour le faire. Puisque nous n'avons pas les compétences de contrôler des travaux aussi importants et où la sécurité du barrage lui-même elle est extrêmement importante. Donc nous étions obligés de relancer le processus pour recruter un autre bureau. Et ça a pris du temps. Ça a pris énormément de temps et malheureusement, chaque fois que nous lançons des appels d'offres pour recruter des grosses entreprises, la question de l'insécurité impacte. On se retrouve souvent avec des appels d'offres infructueux, tout simplement parce que ceux qui sont capables de faire des travaux ne viennent pas.
Donc il y a cet impact-là. Mais je dois dire ici vraiment que l'engagement fort des hautes autorités, le président de la République en personne, pour suivre et sécuriser toute la zone du barrage de Kandaji pour que les travaux se poursuivent normalement. Je vous remercie. Merci. Merci, monsieur le DG. Il est l'heure. Je vois de l'autre côté le régisseur d'antenne qui me dit qu'il est l'heure. Il est l'heure, effectivement. Merci beaucoup, monsieur le directeur général de l'agence de barrage de Kandaji. Merci beaucoup. Vraiment, chers auditeurs, nous avons été édifiés ce matin sur les travaux concernant le barrage de Kandaji. Merci beaucoup, monsieur le DG. Voilà, mesdames, messieurs, excellente écoute radiophonique. Voilà. Au vendredi de 7h15 à 8h.